Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. J'ai réuni des éditorialistes de tous bords. On a Gérard Lepuil, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez l'UMA. L'UMA Dimanche, le site internet de l'UMA, oui. Mais surtout, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'écologie, peut-elle encore sauver l'économie? Et puis, face à vous, Le Figaro avec Éric de la Chênaie. Bonjour. Bonjour. Et puis aussi un blog. Oui, un blog, La Plume dans les champs, et aussi un tweet, Plume des champs. Ouais. Et oui, Gérard. Olivier Masbou, aussi un blog. Lequel... Bonjour, un blog, le blog-notes d'Olivier Masbou. Moi, je fais simple, une agence de presse, Socopag, qui est une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. À lire tous les lundis matins. Tous les lundis matins. Il n'a pas la langue dans sa poche. Et Patrice Moyon, bonjour. Bonjour. Ouest France, c'est un quotidien, c'est le site internet et c'est aussi une newsletter Agri-Agro tous les mardis. Bon, alors... Qui est très bien faite et c'est pas de la langue de bois. Bon. Alors, c'est vrai qu'on a voulu créer cette émission La Ferme pour ceux qui ont envie de l'ouvrir. Parce qu'il est de bon ton de taper durant cette semaine du Salon de l'Agriculture sur le ministre de l'Agriculture. C'est vrai que tout le monde va à son encontre, mais dans le fond, et si Stéphane Le Foll avait raison? Mais déjà, il faut expliquer quelque chose. Stéphane Le Foll, qui l'a choisi? Olivier Masbou. La FNSEA, non? Ah oui, c'est le candidat de la FNSEA, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En 2012, oui. En 2012, c'était clairement le candidat de la FNSEA. Parce que c'est vrai qu'il ne sort pas de... Il y avait un autre candidat qui était prévu, c'était Jean-Michel Baillet. Ouais. Et sous l'insistance de la FNSEA, un petit coup de fil au secrétaire général de l'Élysée, et puis c'était finalement Stéphane Le Foll. Donc à midi, c'était Jean-Michel Baillet, et à 17h, c'était Stéphane Le Foll. La FNSEA ne voulait pas de Jean-Michel Baillet, et elle a défendu la candidature en fait, de Stéphane Le Foll, parce c'était l'ancien député européen, il connaissait très bien les arcanes de la Commission européenne, et il y avait la négociation de la PAC qui était essentielle. Oui, entre nous, puisqu'on n'a pas le droit à la langue de bois. Attends, je confirme, c'était à 15h. Oui. C'était à 15h, il y a eu l'appel du président de la FNSEA de l'époque, qui était Xavier Belin, pour demander absolument que ce soit Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, et non Jean-Michel Baillet. Puisqu'on n'a pas le droit à la langue de bois, la FNSEA a eu raison de ne pas vouloir Jean-Michel Baillet en plus. Qui est ça, c'est un avis que tu partages, que je ne partage pas, moi. Alors... Jean-Michel, oui, Gérard, tu as rien dit? Moi, je n'étais pas dans les secrets, moi. Mais j'ai considéré, à titre personnel, qu'un enseignant agricole et qui plus est député européen pendant plusieurs années était sans doute un bon profil pour être ministre de l'Agriculture, oui. Et c'est vrai que tout le monde le voyait bien, Stéphane Le Foll. On va dire, globalement, il a une formation, il a quoi, un BTS en agriculture? C'est ça, je crois? En économie agricole? Je crois, oui. Oui, BTS agricole. Oui. Et puis, il a fait carrière donc en tant qu'eurodéputé, enfin je ne sais pas si on dit carrière ou pas, mais enfin, il a été eurodéputé et il défendait l'agriculture française. Patrice? Il défendait l'agriculture française, il siégeait à la commission agriculture du Parlement européen. Il a surtout conduit une longue réflexion autour des questions agricoles et des enjeux du XXIe siècle au sein du petit groupe de Saint-Germain qui réunissait des experts des questions agricoles autour d'Edgar Pisani, l'ancien ministre du général de Gaulle. Alors, et c'est quand même un très très proche, si ce n'est le plus proche de François Hollande. Et ça compte aussi. C'est vrai que c'est un peu sa colonne vertébrale aujourd'hui pour réfléchir, asseoir, faire de la prospective. Ça, c'est pas la meilleure des choses à mon avis. Ah bon, pourquoi? Et être porte-parole du gouvernement en plus, ça lui bouffe du temps. Je crois qu'avec la crise qu'il y a aujourd'hui, il aurait mieux fait de ne pas être porte-parole du gouvernement. Ça oui. Alors, je sais pas où on passe à 2014. Alors, on était en 2012, on passe à 2014. 2014, l'erreur est de nommer Stéphane Le Foll porte-parole du gouvernement. C'est à partir de là que son image s'est fortement dégradée chez les agriculteurs parce qu'ils n'ont pas compris. Ils voyaient leur ministre à la télévision, sur les chaînes info, dans les radios, parler de tout sauf de l'agriculture. D'où l'idée qui s'est imposée qu'il s'occupait plus d'eux. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vraiment à cause de ça? Ou est-ce qu'on a voulu lui dire c'est parce qu'il est porte-parole qu'il ne fait pas son boulot? Mais déjà, il y a eu la critique avant même 2014, Olivier. Moi, je me souviens d'avoir rencontré le président de la FDSEA Île-de-France qui me disait à 17h30, il quitte une réunion au ministère pour prendre son train pour aller au Mans. Donc, dès 2012, les agriculteurs qui comptaient beaucoup sur lui se sont rendus compte que finalement, est-ce qu'on peut compter sur lui? Est-ce qu'il veut vraiment défendre les dossiers à fond?
Ça a été l'une des premières critiques que moi j'ai ressenties comme journaliste. Patrice, je pense que sa parole s'est brouillée dans un contexte économique qui s'était durci. Je crois que l'intuition de Stéphane Le Foll sur l'agroécologie était juste. Il en avait fait un message politique. Il voulait faire de la France le leader européen de l'agroécologie. On ne savait pas très bien ce que c'était, mais il avait sous-estimé l'enjeu économique et le décrochage de la France depuis une dizaine d'années au moins. Alors attention, on a prononcé le mot agroécologie, donc Gérard Lepille qui a fait la promo, son livre. Ce que je veux dire, moi, à ce propos, c'est que dès 2012, il a commencé à faire des réunions pour effectivement travailler sur un projet de loi qui intègre beaucoup mieux l'agroécologie que ce qui avait été fait jusqu'à présent. Moi qui suis les dossiers agricoles depuis 1983, je n'ai jamais, avant lui, vu un ministre de l'Agriculture prendre ces questions à bras-le-corps. Et j'ai assisté à plusieurs colloques, à des choses qui étaient très intéressantes. Ça a débouché sur une loi qui a ses limites sans doute, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la crise dans 3 ou 4 grands secteurs de production, les céréales qui ont baissé de 50% en moins de 2 ans, le lait qui a baissé de 20 à 30%, le prix du porc qui a baissé de 20%, la viande bovine, c'est difficile à vendre. À partir de là, évidemment, le message sur l'agroécologie est beaucoup plus difficile à faire passer. Patrice. Alors, moi, je pense que ce qui est intéressant dans le discours de Stéphane Le Foll aujourd'hui, c'est de penser, parce qu'on a, ces 10 dernières années, on a opposé environnement et performance économique. Là, Stéphane Le Foll, il retourne la question en disant finalement on peut s'appuyer sur l'environnement pour aider les agriculteurs à être plus performants. Et Bruno Le Maire ce matin était dans les allées du salon. Je lui ai demandé, je lui ai dit alors le discours de l'agroécologie, est-ce que vous seriez pour aujourd'hui si vous étiez au ministère de l'Agriculture? Il a dit oui bien sûr. En revanche, a-t-il dit, il faut que les jeunes agriculteurs soient mieux formés sur les questions économiques. Oui, mais l'agroécologie, je suis d'accord avec toi, Patrice. C'est vrai que le premier déplacement de Stéphane Le Foll, c'était dans l'Orne. Il a visité une ferme pour montrer que le ver de terre était un très bon travailleur. En plus, il ne faisait pas les 35 heures. Ok, les GI2E, c'est très bien. Les groupements d'intérêt écologique et économique, c'est une super idée. Par contre, derrière, il faut qu'il y ait une vocation économique. Il faut que ça soit plus large que ça. Le GI2E tout seul, c'est une belle idée, mais il faut lui donner une impulsion. Et moi, je pense que ce qui manque dans le programme actuel, c'est une impulsion économique pour que l'agroécologie décolle. Le message a été aussi brouillé par rapport à cette agroécologie. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Par la question, je vais dire, ça a été empoisonné par la question des phytosanitaires et du plan Eco-Phyto 2, qui n'est d'ailleurs que la prolongation du plan Eco-Phyto 1 qui était lancé par la précédente majorité. Mais là, avec des molécules qui sont interdites en France mais autorisées dans les autres pays en Europe, le producteur, l'agriculteur a le sentiment qu'il ne joue pas avec les mêmes règles et les mêmes armes que les autres et qu'on lui met encore plus de boulets aux pieds et il ne peut pas s'en sortir. Et puis Stéphane Le Foll, c'est un mauvais ambassadeur de l'agroécologie. Chaque fois qu'il fait un discours, en moins d'1 minute, nous on chronométrait, il prononçait le mot agroécologie. C'est vrai, quelque part, il a gavé, entre guillemets, l'auditoire, le monde agricole, en plus en parlant toujours en billant sur les pesticides. L'agroécologie, c'est la prose de M. Jourdan. Tout le monde en faisait sans le savoir avant. Gérard. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Moi, je pense qu'on est au XXIe siècle. C'est le siècle de tous les dangers. C'est-à-dire le danger d'un réchauffement climatique de 3 à 4 degrés, peut-être d'ici la fin du siècle, avec des sécheresses, avec des tempêtes, etc., etc. Et je crois que le plus important, la question majeure de ce début de ce siècle, c'est de freiner le réchauffement climatique. Et chaque secteur économique doit y participer. J'ajoute qu'aujourd'hui, en pleine crise laitière, les producteurs de lait qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui font de l'agroécologie en cultivant et des graminées et des légumineuses et en étant autonomes en fourrage. Gérard, toi, souvent dans les conférences de presse, tu t'énerves parce que tu dis l'écologie doit sauver l'économie en disant on a un logiciel dans la tête et tous les agriculteurs ou une partie des agriculteurs, le monde agricole, le syndicalisme majoritaire, même peut-être les journalistes, ont cette idée que la France doit produire et exporter. Il faut changer cette vision? Oui, il faut changer cette vision. Est-ce que c'est cohérent d'importer de plus en plus de soja du Brésil et d'Argentine pour
Produire du lait en Bretagne qu'on sèche dans des tours pour exporter de la poudre en Chine, moi je ne le crois pas par exemple. Moi je pense qu'il faut plus d'autonomie dans l'agriculture, quitte à exporter moins. Gérard, on n'importe pas de plus en plus de soja. On a trouvé des solutions en France justement pour faire des tourteaux de colza qui petit à petit réduisent la part de soja qu'on importe. Donc on a des bonnes idées en France. Je pense qu'on ne peut pas vivre renfermé sur nous-mêmes, renfermé sur le marché français. L'agriculture française, elle a vocation à nourrir le monde, elle a vocation à exporter. Et c'est grâce à ça que justement on sert de référence et qu'on est par exemple numéro 1 mondial des semences dans le monde. Alors, c'est vrai, la France aujourd'hui, elle importe pour nourrir son bétail 4,5 millions de tonnes de soja. Mais on voit que les choses sont en train de changer en profondeur dans l'agriculture française. Quand on regarde une coopérative comme Terrena qui essaie de développer des cultures de soja, on voit les semenciers qui essaient de développer des programmes de recherche capables de produire des semences de soja adaptées au climat français. Donc là, je crois qu'il y a une vraie transformation, une révolution en fait des consciences qui est en train de se produire aujourd'hui. Quand on regarde par exemple le développement de l'agroécologie, de l'agriculture écologiquement intensive dans l'Ouest, les choses bougent. Là, on parle plus beaucoup de notre ministre. Ouais. Mais avant d'y revenir, ce qu'il faut dire quand même, c'est ce qui agace par-dessus tout les agriculteurs, c'est l'opposition des modèles. Le bio contre le conventionnel, le circuit court contre l'export, etc. La richesse agricole française, elle est dans la multiplication des modèles, la cohabitation des modèles, et ça, il faudrait le garder. Eh ben, c'est très bien ce que tu dis là, Olivier, mais il faudrait que notre ministre, justement, le dise. Peut-être que, justement, il réussirait à rassembler l'ensemble des paysans et qu'il éviterait d'être sifflé à chaque fois qu'il passe à ce moment dans les allées du Salon de l'Agriculture. Moi, je ne sais pas vous, mais il y a une question quand même qui me taraude un peu. Lors du remaniement, le fameux remaniement qui a permis surtout de recaser Fabius au Conseil constitutionnel, ce remaniement, on s'attendait tous dans le secteur agricole à ce que peut-être on ait un nouveau ministre de l'Agriculture, au minimum un ministre 100% agricole. Et pourtant, il a gardé le porte-parole là. Pourquoi, à votre avis? Le Canard enchaîné affirme que c'est lui que le jeudi matin à 11h, il était ministre de l'Agriculture, mais plus porte-parole. Il est parti à l'Élysée pleurer pour garder le porte-parole là, et il l'a gardé. Et pourquoi? Moi, je croyais absolument pas. Son départ à la rédaction m'avait dit prépare un portrait parce qu'on est sûr qu'il va partir. Moi, j'y croyais pas parce qu'il ne pouvait pas abandonner l'agriculture dans une période comme celle qu'on connaît actuellement. En revanche, je crois qu'il aurait dû abandonner la fonction de porte-parole qui brouille aujourd'hui sa parole, mais que lui-même, c'est ce que me disait un de ses amis qui a travaillé avec lui, il me disait il a trop d'énergie, il ne peut pas se consacrer uniquement à l'agriculture, il a besoin d'une autre surface. Et je pense que lui, il voulait rester porte-parole. Et je pense aussi que François Hollande ne peut pas exister sans Stéphane Le Foll. Mais c'est grave, c'est grave ça. Hein. Ça veut dire qu'on a besoin d'un ministre à 100% et effectivement le ministre a envie d'être porte-parole, de s'intéresser à autre chose que l'agriculture. Ça donne l'impression que l'agriculture, ça l'embête. Là, quand on l'a vu, moi je l'ai vu samedi, j'avais l'impression qu'il s'embêtait énormément. Alors, oui. Et c'est ça aussi que les agriculteurs ressentent. Il y a un souci. Avec les agriculteurs, excuse-moi Olivier, oui. Mais avec les agriculteurs, on ne peut pas la jouer. Les agriculteurs, c'est des gens qui sont cash. Donc une parole, c'est une parole. Et il a un souci d'image. J'ai un photographe qui me racontait samedi qu'il n'arrivait pas à prendre une bonne photo de Le Foll s'il ne parlait pas. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, il fait autre chose, il tweet, il regarde ailleurs, il a la tête en l'air, il écrit, il griffonne. Donc ça lui donne un air, et je ne crois pas qu'il le soit, mais ça lui donne un air d'être un peu dilettante, de se moquer des choses, en fait, de penser à autre chose en même temps. Et par rapport à la crise agricole de juillet dernier, je pense qu'il a sous-estimé cette crise et qu'il est intervenu trop tard. C'est l'ancien ministre de l'Agriculture que tu as croisé ce matin, Patrice, Bruno Le Maire, qui est allé sur le terrain dès le 19 juillet, alors que c'est lui qui aurait dû y aller. Il y est allé 5 jours plus tard. Donc c'est vrai aussi que les agriculteurs attendent d'un ministre qui soit très réactif à leur écoute. Gérard. Oui, moi je ne voudrais pas accabler Stéphane Le Foll. La crise que subit l'agriculture française aujourd'hui, elle est la conséquence de la non-maîtrise de la production dans l'Union européenne et de la libéralisation des marchés au niveau mondial. Et donc, à partir de là, les causes de la crise sont moins en France que dans la politique européenne.
Cela étant, je pense que mon confrère de Ouest France, qu'il aurait mieux fait de ne pas être porte-parole du gouvernement et de se consacrer à plein temps à l'agriculture parce qu'il a à gérer les conséquences de la crise et en gardant le porte-parole là, il donne l'impression que ce n'est pas forcément sa priorité et là il a tort. Et ce qui est encore pire pour l'agriculture, c'est que Xavier Belin ne s'entend franchement pas avec Stéphane Le Foll. Donc est-ce qu'on défend vraiment le bateau? Ne s'entend plus. Ne s'entend plus. Ne s'entend plus. Oui. Depuis un an et demi à peu près. Et pourquoi? Ouais. Je pense qu'il y a un peu un jeu de posture. Hein. Je pense que Xavier Belin, comme ses prédécesseurs, sait faire monter la pression. Il joue Stéphane Le Foll contre le Premier ministre pour obtenir ce que lui souhaite. Alors ce qui est rigolo, pardon, c'est qu'on fait à Xavier Belin le même reproche qu'à Stéphane Le Foll, puisque souvent le monde agricole lui reproche d'être président de la FNSEA et président d'Avril, ex-Sophie Protéol. C'est presque le même reproche finalement, de ne pas être un président à plein temps. Et moi je pense que Stéphane Le Foll, il y avait des attentes très fortes vis-à-vis de lui, notamment de la part des syndicats minoritaires. Et il n'a pas répondu à ces attentes. Et c'est pour ça aussi que le fossé grandit. Et il y a vraiment une remise en question à faire. Effectivement, lors du remaniement des ministères, on pensait qu'il allait se consacrer seulement et uniquement au ministère de l'Agriculture. Finalement, il garde le porte-parole là. Ça brouille le message, comme mes collègues l'ont dit. Il a confié à notre consoeur Isabelle Saporta, qui vient de sortir un livre « Foutez-nous la paix » sur les charges qui pèsent sur l'agriculture française. Il lui a dit « Je savais que ce serait difficile d'être ministre de l'Agriculture parce que l'agriculture française, elle est riche de contradictions, mais je pensais pas que ce serait aussi dur. » Juste un peu de prospective. Là, c'est le salon d'agriculture, on parle qu'agriculture partout. Mais la semaine prochaine, c'est fini. Il y a une crise quand même importante au sein de la gauche avec la loi sur le travail, etc. Stéphane Le Foll va à nouveau apparaître que comme le porte-parole du gouvernement parce qu'il aura à répondre aux bisbilles au sein du Parti socialiste, etc. Ça va être dévastateur. Oui, ce sera un grand danger pour lui, à mon avis. Ce sera un grand danger pour lui, oui, d'être le porte-parole du gouvernement dans ces circonstances, parce qu'il va encore donner l'impression qu'il s'occupe moins de l'agriculture et donc créer de la déception et à la FNSEA, mais aussi, comme l'a dit Eric, chez les syndicats minoritaires. Oui. On me fait signe qu'il reste 2 minutes. 2 minutes, qu'est-ce que vous retenez de ces visites de François Hollande, de Manuel Valls, qui viennent quasiment la nuit? S'ils pouvaient venir la nuit, ils viendraient la nuit, enfin, au petit matin, traverser comme ça les allées. Manuel Valls est encore là. Hein. Il est encore là. Mais il a dit Maréto aussi, c'est vrai. Avec quoi? 600 policiers qui viennent les garder. Combien ça coûte un policier ou un service d'ordre pendant toute une journée? Quand retiennent les agriculteurs, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter tout cela? Non, moi, je pense que c'est très bien. Je les trouve courageux de venir dans un climat qui est difficile. Comme l'a dit Gérard, effectivement, la France n'est pas non plus responsable de tout. Il y a la crise au niveau mondial. Je trouve que c'est bien qu'il y ait cette trait d'union entre le monde des villes et le monde des campagnes. C'est justement une seule fois dans l'année, une semaine par an, où la France entière s'intéresse au monde rural. Ça, c'est très important, et aux paysans. Je ne suis pas d'accord avec Eric. Le président de la République, samedi matin, venir tellement enfermé dans son cordon de sécurité policier qu'il n'a eu aucun contact avec personne, ça ne sert à rien. Ou on vient pour aller rencontrer les gens, mais on ne vient pas pour être enfermé dans un cordon de policier. Au moins, il a entendu lui-même qu'il y avait des agriculteurs qui étaient très en colère. Il s'est rendu compte lui-même, c'est pas ses services de communication qui lui ont dit, il a entendu. Il avait qu'à lire le Figaro. Il ne pouvait, enfin, ni François Hollande ni Manuel Valls ne pouvaient faire une croix sur le salon de l'agriculture. S'ils avaient été absents, on aurait dit qu'ils étaient indifférents au monde agricole. Donc ils ont eu raison de venir. On l'aurait oublié, alors que là, ça va rester longtemps. Gérard. Oui, dans un contexte comme ça, ils ne pouvaient pas ne pas venir, je dirais. Cela étant, ces visites aujourd'hui, dans une ambiance pareille, ça ne ressemble plus à grand-chose. Ce n'est plus un échange avec le monde agricole. Il y a trop de tensions et il y a des tensions parce que je pense que la mondialisation libérale est en train quelque part de détruire l'agriculture et de nous poser des problèmes pour les décennies à venir. Justement, Gérard, on attendait d'un gouvernement de gauche qu'il aille à l'encontre de la libéralisation des marchés, qu'il ne sauve les quotas laitiers. Pourquoi ce gouvernement, il fait comme les autres finalement? Il n'y a rien de nouveau.
Je suis d'accord avec toi, il y a une énorme contradiction entre d'un côté défendre l'agroécologie en France et accepter la négociation avec les États-Unis et d'autres régions du monde pour libéraliser le commerce, ça c'est vrai. Et puis aujourd'hui, il y a la droite qui vient pour récupérer les votes en vue des prochaines présidentielles, avec Bruno Le Maire notamment, mais on en parlera dans une autre émission, parce qu'il est justement l'heure de s'arrêter. Merci à vous tous, on vous retrouve sur vos blogs, sur vos journaux respectifs. Merci à vous, et puis surtout merci à vous. Merci.